Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau le professeur Mody Niang. Il est inspecteur de l'enseignement à la retraite. Bonjour et bienvenue à vous, professeur. Bonjour, Névatou. Alors, en résumé, vous êtes connu par tout le monde dans ce pays. Mody Niang, il est chroniqueur, mais aussi auteur de plusieurs contributions dans la presse sénégalaise, après une carrière dans l'enseignement qui a été bouclée par une fonction comme inspecteur d'enseignement dans l'éducation nationale. Est-ce suffisant pour vous introduire? Ça va. Alors, nous démarrons par ce secteur avec les résultats du baccalauréat qui ne sont pas encore une fois des meilleurs. Quelle est votre analyse là-dessus? Bon, mon analyse, c'est l'analyse de l'opinion générale. Les résultats reflètent le niveau de l'enseignement qui est de plus en plus bas. Les élèves sont de plus en plus faibles. Je n'ose pas dire que les professeurs le sont aussi, mais au moins, le niveau des élèves baisse de plus en plus, même pour des raisons qui sont connues. Les conditions ne sont pas réunies pour obtenir des résultats convenables, de bons résultats. Donc, à qui la faute? Aux professeurs, aux autorités ou bien aux élèves? À qui la faute? À qui la faute? À tous les secteurs. Aux parents d'élèves, aux enseignants et à l'État. L'État qui ne met pas les enseignants et les élèves dans des conditions acceptables. Les professeurs, de mon point de vue, qui ne font plus suffisamment de recherche, qui ne consacrent plus suffisamment de temps à leur enseignement. Et les élèves également, voilà, qui sont attirés par d'autres activités. Par exemple, on constate aujourd'hui que les élèves ne lisent plus. Maintenant, c'est terminé, la lecture, c'est avec les réseaux sociaux, etc. De plus en plus, ils s'éloignent de la lecture. Or, la lecture est fondamentale pour la compréhension des autres disciplines. Il y a aussi un autre fait, le fait qu'il n'y ait plus assez de bibliothèques. Oui, c'est-à-dire, il n'y a plus assez de bibliothèques, c'est vrai. Mais même s'il y en avait, je doute que les bibliothèques soient fréquentées convenablement. Pourquoi? Les élèves ont perdu l'habitude de lire. Ça, c'est la vérité. Alors, c'est dû à un certain nombre de raisons, notamment les réseaux sociaux qui les attirent de plus en plus. Donc, il n'y a pas suffisamment de bibliothèques, ça, c'est vrai. Mais les élèves ont perdu l'habitude de lire, en réalité. Et les professeurs aussi. Ah oui? Ah oui, les professeurs aussi. Ils ne lisent plus? Ils se documentent plus? J'ai le sentiment, parce que parfois, il m'est arrivé d'aller chez des enseignants. Je ne trouve aucune table de travail. Ah oui? Voilà. Moi, je ne comprends pas dans leur domicile que chez un enseignant, il n'y ait pas de table de travail. Alors, maintenant, tout se fait pratiquement dans les établissements. Or, ce qu'on appelle l'indemnité représentative de logement leur a été accordée en 1966 pour la raison que 70% du travail de l'enseignant se fait à la maison. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO avait demandé à l'époque de leur octroyer cette indemnité de logement-là. Mais on a de plus en plus le sentiment que l'essentiel du travail des enseignants ne se fait pas à la maison. Et puis il y a quelques années, il y avait l'indemnité de recherche et de documentation qui leur a été accordée par le régime du président Wade. Oui. En réalité, je me souviens, j'ai fait une contribution où j'ai abordé la question. D'ailleurs, ça n'a pas plu à beaucoup de mes collègues enseignants. Pourquoi? C'est mon sentiment. Les enseignants ne lisent plus suffisamment. J'ai le sentiment que l'indemnité de recherche et de documentation qui leur a été octroyée n'est pas utilisée pour faire la recherche et pour avoir de la documentation. Ça, c'est mon point de vue. Là, c'est clair. Pourtant, malgré l'année électorale que représente 2019, c'était une année avec moins de perturbations. Alors, c'est quoi le problème? Ah, c'est le problème. L'État s'était engagé à respecter au moins ses promesses. Et les enseignants se sont dit, bon, on va laisser à l'État le temps au moins de respecter ses promesses. Donc nous allons faire un an sans perturbation. L'année a été faite, mais il se trouve que jusqu'à présent, les engagements n'ont pas été respectés. C'est la raison pour laquelle je crains que le front social du côté des enseignants
va chauffer encore. Parce que les engagements n'ont pas été respectés jusqu'à présent. Et les enseignants ont donné un temps de battement à l'État du Sénégal pour respecter ses engagements. Je ne crois pas que ces engagements-là aient été respectés jusqu'à présent. Mais les enseignements se sont bien déroulés. Se sont bien déroulés et ça aussi quand même il faut... Sans impact positif sur les résultats. Bien sûr, bien sûr. Oui. Les résultats du bac par exemple sont catastrophiques, ils ont été très mauvais. Donc les gens se disaient, c'est parce qu'il y a des perturbations scolaires, c'est ça qui explique les résultats, la faiblesse des résultats scolaires. Mais cette année-là, quand même, est une exception. C'est une année qui s'est passée sans perturbation. Absolument. Malgré tout, les résultats n'ont pas été bons. Par conséquent, il faut chercher les résultats ailleurs. C'est quoi le problème? C'est de multiples problèmes. Ce n'est pas seulement ça. Il y a ce que nous avons passé en revue jusqu'à présent et puis d'autres raisons qui font que, voilà, l'enseignement a des problèmes actuellement. Au Sénégal. Absolument. Étant donné que le Japon s'est développé avec l'éducation, avec la baisse du niveau des élèves, peut-on espérer pour le Sénégal? Il n'y a pas un seul pays qui se soit développé en dehors de l'éducation. C'est ça, le Japon et d'autres pays. Un pays, pour se développer, eh bien, il faut développer l'éducation. Or, de ce point de vue-là, nous avons encore d'énormes efforts à faire. Absolument. Oui. Professeur, l'ONG Oxfam est la cible de plusieurs attaques depuis quelque temps. À ce propos, derrière ce tollé, est-ce que ce ne sont pas nos mœurs qui se sont dépravées? En réalité, vous savez, vous vous rappelez quand Obama est arrivé ici, il a presque, voilà, il a posé la question au président Macky. Il a presque poussé à déclarer quand même qu'au Sénégal, on tolère un peu. Et Macky a fait une réponse. Il a dit, tant que je serai là, en tout cas, l'homosexualité ne sera pas tolérée, tant que je serai là. Il aurait pu aller plus loin, dire que dans ce pays-là qui est le Sénégal, l'homosexualité ne peut pas être tolérée. C'est peut-être pour un problème de religion. 95% de musulmans, 4% de chrétiens et puis 1% d'autres. Nous sommes un peuple de croyants. Mais par-delà la religion, c'est notre culture qui ne tolère pas cette pratique de l'homosexualité. C'est davantage un problème culturel qu'un problème de religion. Nous ne pouvons pas accepter l'homosexualité au Sénégal. L'Occident aura beau chercher à nous entraîner, nous n'accepterons pas ça. Je ne crois pas que le Sénégal tolère l'homosexualité pour un problème de religion, mais surtout pour un problème de culture. Nous ne pouvons pas accepter Et puis, Ndeye Fatou, moi, chez les animaux, il y a le mâle et la femelle. Même chez les fleurs, il y a le mâle et la femelle. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer l'homosexualité au Sénégal. Évidemment, les gens parlent de droit. Mais c'est pratiqué quand même. Oh, c'est pratiqué, bien sûr. C'est pratiqué, on n'y peut rien. Bon, l'adultère n'est pas toléré. Elle est pratiquée. Bon, voilà, il y a d'autres... Oui, elle existe, mais elle n'est pas tolérée. On ne peut pas tolérer officiellement l'homosexualité. Ce n'est pas possible au Sénégal. Les gens auront beau faire des efforts. Je ne vois pas quel est le régime qui viendra dire nous tolérons l'homosexualité. Ce régime-là sera un candidat au suicide. Et je ne crois pas que cela arrive au Sénégal. En tout cas, peut-être pour les 50 prochaines années. Ah oui. Dans la foulée, n'y a-t-il pas lieu de légiférer sur la présence des ONG, c'est-à-dire leur mission et rôle dans la société sénégalaise? Je ne pense pas qu'on puisse légiférer pour dire aux ONG, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Ah oui. Mais ils devront développer leur programme compte tenu d'un certain nombre de réalités, notamment de la religion et de la culture des gens. Il y a des pratiques que nous ne pouvons pas accepter au Sénégal. C'est aux ONG qu'il appartient plutôt de tenir compte de ça. Et l'État? Parce que depuis quelques jours, après l'éclatement de ce scandale, il y a un mutisme manifesté par les autorités. Au plus haut niveau, par exemple, dans le scandale Petro-Tim, l'État n'a pas hésité à convoquer, le ministre en tout cas des Affaires étrangères n'a pas hésité à convier l'ambassadeur britannique. Oui, mais la position de l'État est connue dans cette affaire-là. C'est laquelle? C'est laquelle l'État ne peut pas tolérer ça. Il n'y a aucun chef d'État qui va tolérer
l'homosexualité au Sénégal. Ça, la position est connue. Mais pourquoi ne pas convoquer les responsables de cette ONG pour des explications? Je ne crois pas quand même que l'État doive aller jusque-là. En réalité, l'Oxfam rejette quand même cette accusation-là. L'Oxfam n'accepte pas de promouvoir l'homosexualité au Sénégal. Voilà. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi l'État devrait convoquer, par exemple, les responsables d'Oxfam. L'État sait ce qu'il sait. L'homosexualité ne peut pas être tolérée au Sénégal. Ça, c'est très clair. Et pour pour essayer de calmer les ardeurs, faire un geste. Lequel geste? Mais les ardeurs, ça va passer. Les gens vont parler après, bon, ça va passer. D'accord. La corruption... Ça, vraiment, je ne crois pas que l'État aille jusque-là. Jusqu'à convoquer les gens de femmes pour... Non, non, non. D'autant plus que eux, ils recusent ça. Ils ne travaillent pas pour le développement de l'homosexualité. Ils ne travaillent pas pour la promotion de l'homosexualité. Voilà leur position officielle. Par conséquent... Toutefois, une ONG comme Jamra n'a pas hésité à aller vers les autorités de Oxfam pour s'enquérir de la situation. Mame Matar Gueye, je crois que Jamra a pris une position quand même. Et il m'a semblé d'ailleurs voir Mame Matar Gueye, où il m'a semblé lire peut-être quelque part qu'il est allé même à Oxfam pour intervenir justement dans les différends qui existent entre Eliman Khan et Oxfam. Mais aussi essayer d'en savoir un peu plus sur ces accusations portées. Probablement. Est-ce qu'il n'est pas allé jusque-là? On ne peut pas savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été là-bas pour faire une sorte de médiation. Ce qu'il a dit là-bas, peut-être, on ne peut pas savoir exactement tout ce qu'il a dit. Probablement, il a abordé la question. Professeur Modignan, la corruption atteint des niveaux jamais égalés. Cela ne montre-t-il pas l'échec de nos corps de contrôle ou bien l'échec de l'État dans la lutte contre ce fléau? Ce n'est pas l'échec des corps de contrôle. Les corps de contrôle n'ont aucune responsabilité dans ce qui se passe. Pourtant, c'est la fonction publique qui a été indexée. Oui, la fonction publique, pas seulement. Les structures de l'État. Ce problème, quand le rapport de Transparency International, quand j'ai écouté la revue de presse aujourd'hui, à la une de tous les journaux, les gens n'ont que pour ce rapport. L'enquête de Afrobaromètre, oui. Mais en réalité, on n'a pas besoin de ce rapport de Transparency International pour savoir que la corruption s'est enracinée au Sénégal. Ah oui. Ça, tout le monde le sait. Je dis comme, je pense à un proverbe. On n'a vraiment pas besoin d'aller jusqu'en Mauritanie pour savoir que c'est la nuit qu'ils prennent leur dîner. Comme le Wolof dit, la corruption est fortement enracinée au Sénégal. Elle est, je l'ai dit dans ma dernière contribution et je le répète ici, elle est nourrie, elle est entretenue au niveau le plus élevé de l'État du Sénégal. Il suffit simplement de se reporter à l'engagement, aux engagements d'ailleurs du candidat Macky Sall pendant la campagne électorale. De 2012 ou 2019 2012. Il s'est engagé à mener une lutte sans merci contre la corruption, les détournements et les autres manquements de la gestion des deniers publics. Élu président de la République le 25 mars, il a réitéré ses engagements. Et il a posé un certain nombre de mesures. Notamment, il a pris un certain nombre de lois. Loi portant code de la transparence, code de transparence, loi portant création de l'OFNAC, loi portant déclaration du patrimoine, et en même temps, il a exhumé la Cour de répression de l'enrichissement illicite. On pouvait par conséquent se dire, celui-là, vraiment, il est engagé à lutter contre... Mais en réalité, à l'arrivée, c'est la grande déception. À l'arrivée, c'est la grande déception. Vous avez vu ce qui se passe à l'OFNAC. Il l'a rendu inoffensif. Pourquoi je le dis? L'OFNAC a démarré avec l'ancienne présidente, alors qui a pris service avec son équipe le 14 août 2014. Et elle a quitté le 25 juillet 2016. En 18 mois, son équipe a déposé auprès du procureur de la République 11 rapports. 11 en 18 mois. Et quand elle partait, il y avait également 4
dossiers en instance. Voilà. Et la nouvelle, celle qui l'a remplacée, a déposé, je crois, 5 ou 6. Au total, le procureur a sur sa table 18 rapports de l'OFNAC. 18 ou 19? 18. 19 peut-être. Ouais. 18, disons 18, 19. Parce Et que, ouais. sur la table du procureur, il y a 198 rapports de la CENTIF. Ah oui? Oui, oui. Cellule de traitement des informations financières. 198. Donc, voilà des rapports qui dorment sur la table du procureur de la République. Il y a autant de rapports qui dorment également sur la table du président de la République. Il dit lui-même qu'il a mis le coude sur beaucoup de dossiers, sinon beaucoup de gens iraient en prison. Donc, il a rendu pratiquement inoffensif l'OFNAC. Il a rendu inoffensive également l'inspection générale d'État. Les gens, parfois, en veulent à tort aux inspecteurs généraux d'État. Ils n'ont rien fait. Pourtant, ils ne réagissent pas. Non, ils n'ont pas à réagir. Ils sont accusés à tort ou à raison. Ils n'ont pas à réagir. Leur statut ne leur permet pas de réagir. Ils sont logés à la présidence de la République, sous la tutelle du président de la République. C'est le président de la République qui signe ou qui fait signer un ordre de mission pour leur dire allez enquêter dans tel service. L'inspection générale d'État va enquêter. Au bout d'un certain nombre de temps, l'inspection dépose entre les mains du président de la République son rapport. C'est là que ça s'arrête son travail. Les inspecteurs généraux d'État n'ont rien à faire et n'ont rien à se reprocher. Et j'ai le sentiment d'ailleurs que ces inspecteurs généraux doivent être mal à l'aise. En quoi? Je le dis, c'est quand même les plus hauts fonctionnaires, jusqu'à preuve du contraire de l'État. Ouais. C'est les plus hauts fonctionnaires. Alors on te confie un travail, vous allez vous donner corps et âme à ce travail-là, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, vous déposez un rapport et le rapport est... Voilà. Donc c'est pas agréable. Et rangé aux oubliettes. Aux oubliettes. Et c'est même pas agréable aussi d'entendre dire que ce fameux rapport de l'IGE n'a pas été transmis au président de la République. Je suis persuadé, enfin, je le dis avec réserve, mais ils doivent être mal à l'aise. Je l'ai dit d'ailleurs dans ma contribution. Aussi bien le vérificateur général que les 2 inspecteurs qui ont accompli la mission, que les autres inspecteurs d'ailleurs du corps, ils ne doivent pas être à l'aise. Ah oui. Est-ce que donc de sorte c'est pas l'échec de que ces les gens corps laissent les inspecteurs généraux, ils n'ont rien à faire. C'est les plus hauts fonctionnaires. Et j'ai entendu d'ailleurs le directeur de cabinet du président dire, oui, vous savez, au départ, son fameux ministre chargé de la communication avait dit, formellement, ce rapport n'existe pas. Ouais. Quand il s'est rendu compte qu'il a commis une bévue, il dit, oui, il existe, mais il n'a pas été transmis. Le président ne l'a pas reçu. Et j'ai entendu le nouveau directeur de cabinet dire, il ne l'a pas reçu, mais et puis même s'il le recevait, il n'est pas obligé de suivre les recommandations, parce qu'il peut avoir d'autres informations. Quand même, il faut nous prendre au sérieux. Les inspecteurs généraux d'État, je le dis, jusqu'à preuve du contraire, c'est les plus hauts fonctionnaires. Ils sont placés dans les meilleures conditions pour faire un travail. Vous leur confiez une enquête. Ils vont faire le travail avec tous les moyens dont ils disposent. Ils déposent un rapport avec un certain nombre de recommandations. Vous dites que le président n'est pas obligé de suivre ça parce qu'il peut avoir d'autres. Quelle information? Ça aussi. Mais hormis les inspecteurs généraux d'État, il y a aussi eu des magistrats de la Cour des comptes qui ont été raboués par un ministre de la République. Voilà. Est-ce que cela ne dénote-t-il pas une faiblesse de la part de ces contrôles de non, c'est pas. corps de contrôle? Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous vous rappelez, le président de la République, c'est lui-même qui a présenté ses excuses, je vous assure, à la place du ministre. Cela veut dire tout ça, cela veut dire que nos autorités ne luttent pas contre la corruption. Ils l'entretiennent. Je le dis en toute sincérité, le président de la République entretient la corruption. Pourquoi? Parce que dans un pays où des sanctions n'existent pas, mais les gens font ce qu'ils veulent, en étant sûrs qu'ils ne risquent aucune sanction. Je peux donner des exemples. Lesquels? Vous avez les 18 rapports que l'OFNAC a déposés entre les mains du procureur de la République. Les nombreux rapports qui dorment sur la table du président de la République. Mais c'est extraordinaire. Les autres gestionnaires de deniers publics, ils se disent de toute façon, si je prends l'exemple sur le directeur général du COUR, si je prends l'exemple sur le directeur général de la Poste, si je prends l'exemple sur l'ancien directeur général du port de Dakar, qui envoyait un député donner 10 millions ici, 20 millions là-bas, etc., etc., il a même
était jusqu'à financer l'accueil du président de la République au Mali par l'association des Sénégalais résidant au Mali. Le président y allait pour une réunion de l'UEMOA. Il a envoyé 10 millions pour que les membres de l'association organisent un accueil au président de la République. Mais depuis qu'il a quitté le pouvoir, il ne donne plus rien. Ça, quand même, les gens doivent se poser des questions. Donc, les gens qui prennent l'exemple sur aussi bien sur le directeur général du COUD, sur le directeur général de la Poste, sur l'ancien directeur, etc. Donc, les gens qui sont à la tête des agences, etc. Mais ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'au-dessus ne plane pas la sanction. Ils ne sont pas sanctionnés. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà la réalité. Alors, il y a quelques semaines, l'an 8 des événements du 23 juin 2011 a été célébré. En tant qu'acteur ou bien témoin de ces événements, n'avez-vous pas envie de dire tout ça pour ça, quelques années après? Tout ça pour ça, le 23 juin, que les gens fêtent l'anniversaire. On a fêté l'anniversaire 8 ans après, mais apparemment, les choses sont au plus beau fixe, surtout au plan démocratique. En réalité, le 23 juin, il y avait une raison fondamentale. C'était le fameux projet de loi de Wade, etc. C'était contre ça que les gens se sont, se sont élevés. Donc, fondamentalement, c'était ça. Là, quand même, c'est dépassé. Maintenant, les gens fêtent l'anniversaire. C'est très bien, c'était un grand moment. Et puis, arrivé, on ne peut pas leur reprocher de ne pas fêter ça. Mais vous avez été témoin de ces événements? Bien sûr. En même temps qu'acteur? Absolument. Oui. Absolument. N'avez-vous pas des remords par rapport à cela? Des remords par rapport à? Parce que les mêmes causes continuent de produire les mêmes effets. Il fallait le faire à ce moment-là. Voilà, il fallait vraiment agir. Et les gens ont agi. Vraiment, c'était spontané. C'était un grand moment de la démocratie. Ça, il faut le dire. C'était un grand moment de la démocratie. Et de la citoyenneté aussi. C'est important. Donc, c'était en 2011. 2011, oui. Nous sommes en 2019. 8 ans après, on peut dire que la démocratie n'a pas fait de grands progrès, en réalité. Ça, quand même, si on en juge par la gouvernance de Macky Sall, la démocratie n'a pas fait de grands progrès. A-t-on un léger mieux, du mieux ou bien une situation pire? Je n'ai pas le sentiment qu'avec la gouvernance de Macky Sall, que la démocratie ait fait des pas supplémentaires. Ah oui? Je n'ai pas ce sentiment-là. Parce que l'homme, malgré les apparences, trompeuses d'ailleurs, n'est pas un démocrate. Ah oui? Absolument. Et plébiscité récemment en Allemagne? Pour des acquis démocratiques. Mais quels sont les chefs d'État qui ne sont pas plébiscités dans les pays occidentaux? Même au Zimbabwe, même au Congo, même, etc., ils sont plébiscités parce que ces gens-là, leur préoccupation, ce n'est pas que la démocratie fasse des pas dans nos pays. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est leurs intérêts. Vous vous rappelez de Gaulle disait en 1958 déjà que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc, qu'ils disent que Macky est un démocrate, que Mugabe est un démocrate, Bongo est un démocrate, Ali Bongo, etc., ça n'a aucun sens. Quels sont les jalons posés par le président Macky Sall et qui montrent qu'il n'est pas un démocrate? Qu'il n'est pas un démocrate? Oui. D'abord, le fait que, sous sa gouvernance, les sanctions négatives n'existent pas. Il ne sanctionne pas. Il protège des présumés délinquants. Un démocrate ne fait pas ça. Pendant que Khalifa Sall croupit en prison, il y a des gens, des gestionnaires de deniers publics qui ont fait infiniment plus que lui. Infiniment plus. Et qui hument l'air de la liberté actuellement. Ça, c'est une preuve manifeste que celui-là n'est pas un démocrate. Un démocrate n'est pas partisan. Là, vous parlez de l'indépendance de la justice. Non, pas seulement. Parce que ce sont des affaires judiciaires, comme le cas Khalifa Sall. Mais ce sont des affaires judiciaires. Le président de la République, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République nomme le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et ce garde des Sceaux, ministre de la Justice, donne des instructions au procureur de la République. Ça, c'est important. Notre justice, quand même, il faut le dire, je n'ai pas le sentiment
que notre justice soit indépendante. Elle ne l'est pas d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle tout le bruit que l'on fait aujourd'hui autour de l'affaire Petro-Tim, oui, avec les gens qui sont entendus à la DIC, à la gendarmerie, etc., je n'ai pas le sentiment que ça va aboutir sur quelque chose de concret. On va en parler, mais tout d'abord, depuis sa réélection, le président Macky affiche une ferme volonté de réduire le train de vie de l'État. Pour exemple, il y a la suppression d'une quinzaine d'agences, de la primature et de certaines représentations diplomatiques. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est ce qu'il dit. Attendons. C'est ce qui se fait avec des décrets déjà signés. Attendons, nous n'avons pas encore vu. Oui. C'est ce qu'il a dit. Parce que moi, je suis très, voilà, par rapport aux engagements de ma... Vous doutez de ces propos? Jusqu'au moment où je verrai, que je lirai les décrets, qui annulent des agences, qui annulent également, etc. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà, je suis réservé. Ah oui? Oui, je suis réservé. La primature a été supprimée. Ça, ce n'est pas dans une perspective de réduction du train de vie de l'État. Ah oui? Ça, oui, c'est pas ça. C'est dans quelle perspective? Et puis même ça, si on s'y arrête, c'est encore, je pense que c'est encore du cinéma. Jusqu'à preuve du contraire. Ah oui? Oui, jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Moi, président de la République, je veux réduire le train de vie de l'État. Je commencerai par mes fonds politiques. Il a dit 8 milliards par an. 1 milliard, quand même, c'est 1000 millions. D'avril 2012 à avril 2019, en 7 ans, il a grillé 56 milliards. 56. Comme fonds politiques. Comme fonds politiques. Qui sont laissés, dit-on, à sa discrétion. On ajoute qu'il en fait ce qu'il veut. Quelqu'un est allé même jusqu'à dire, il peut même brûler ça. Moi, je crois d'abord, c'est par là qu'il faut commencer. 8 milliards laissés à la discrétion d'un seul homme, dans un pays qui fait partie des 25 pays les plus pauvres et les plus développés, c'est inacceptable. Voilà. Et il ne rend compte à personne de la gestion de ces 8 milliards-là. Qu'il commence d'abord par là. Et ensuite, qu'il commence par supprimer les institutions qui ne servent pas à grand-chose. Le Conseil économique et social, vous avez vu? Vous avez entendu la vidéo qui est consacrée à la gestion, voilà, à la bamboula qu'il y avait là-bas. Comment elle a géré le Conseil économique et social pendant 6 ans, avec un budget de 7 milliards, 42 milliards en 6 ans. Quels sont les résultats? 42 milliards. Le conseil pour je ne sais pas quoi encore. Des collectivités territoriales. Voilà, qu'il commence par ça. Au moins alors qu'il réduise les budgets. Alors il nous dit également qu'il va supprimer un certain nombre de consulats. Je veux bien. Un certain nombre d'agences. Je veux bien. Moi, à sa place, j'aurais d'abord audité les agences. En particulier, c'est extraordinaire ce qui se passe dans ces agences-là et dans de nombreux autres services. Vous prenez le cas de la Poste. Quand il est arrivé, s'il a trouvé 1000 agents, en partant, il a laissé 2500. Ah oui. Celui de la Poste. Et vous vous rappelez, quand... Donc c'est pour caser une clientèle politique. Quand il a été enlevé, il est resté 1 mois avant de passer service à son successeur. Entre-temps, mais il a recruté des gens, des CDI. Des CDI. C'est extraordinaire ça. Et voilà, et ça passe inaperçu. Vous allez maintenant dans les postes, à l'intérieur du pays. Là où il devait y avoir 2, il y a 6 ou 7 qui tournent les pouces. Même ici à Dakar et partout ailleurs, ça on le sait. Clientèle politique, c'est extraordinaire ça. Donc, il faut commencer par ça, par réduire le personnel qui sert dans les différentes institutions, dans les différentes structures, et qui ne sert à rien. Si vous allez dans les consulats, mais c'est extraordinaire. C'est pratiquement c'est des gens de la paix qui font ce qu'ils veulent en réalité. À propos des consulats, on nous dit que pour le consulat de Bordeaux, c'est peut-être une représaille de la part du président qui avait perdu ce bastion lors de la présidentielle. Mais comme je ne veux pas, en tout cas, ce qui est sûr, il dit qu'il va diminuer les consulats et les ambassades. On l'attend au tournant, qu'il va diminuer on a parlé même de 15. Même s'il diminue 15, ce n'est pas suffisant. Il y a des agents qui n'ont aucun sens.
où tu nommes des directeurs qui ont des salaires mensuels de 5 millions, indemnités de logement, etc., qui recrutent leurs fils, leurs neveux. C'est extraordinaire ça. S'ils tenaient vraiment à réduire le train de vie de l'État, il a de la matière. Oui. Il a de la matière. Maintenant, on l'attend. Moi, je l'attends à l'arrivée. Peut-être que c'est une application de la gouvernance sobre et vertueuse qu'il est en train d'entamer. 7 ans après. 7 ans après. C'est comme mieux vaut tard que jamais. J'ai le sentiment qu'il ne nous prend pas au sérieux. C'est mon sentiment. Parfois, non, c'est terrible quoi. On ne peut pas tout dire. Oui, professeur Modignan, au plan politique, après le lancement du dialogue national, Famara Ibrahima Sagna a été officialisé par décret présidentiel. Est-ce que cela, selon vous, ce n'est pas une manière de formaliser ce dialogue? D'abord, ce dialogue, quand l'idée a été lancée, j'ai fait une contribution pour dire dialogue national. Quel dialogue? Pour moi, je le dis en tout ça n'a aucun sens. Parce que quand vous voyez les termes de référence, vous retrouvez exactement les termes de référence des assises nationales. Pratiquement à peu près les mêmes. Je peux vous dire que, jusqu'à preuve du contraire, ils ne feront pas un meilleur travail que celui des assises nationales. Ils ne peuvent pas le faire, absolument. Les contextes ont quand même changé. Je n'ai pas le sentiment, on réinvente la roue, pour rien. Vraiment. Mais les paramètres ne sont pas les mêmes. Oh, les paramètres ne sont pas les mêmes parce que le contexte a changé. Oui. Mais en réalité, si on veut parler d'économie, si on veut parler de politique, si on veut parler de social, etc., les assises nationales ont fait un travail extraordinaire, reconnu d'ailleurs par tout le monde. Et il s'était engagé, lui, à en appliquer formellement les conclusions s'il était élu. En tout cas, si on lui apportait notre soutien. Moi, j'étais là parce que j'étais membre du directeur national. Il est venu devant le comité national de pilotage. Il a fait le même engagement formel qu'il appliquerait les assises nationales parce qu'on ne peut pas faire mieux. C'est lui-même qui l'a dit. Une fois au pouvoir, il reste 3 ans après. Ensuite, il nomme une commission, la commission Amadou Mahtar Mbow, qui a fait un excellent travail. La commission nationale de réforme des études, qui a déposé son rapport. Il n'a même pas attendu le lendemain. Il a dit, voilà, moi j'en prendrai ce que je juge bon. Voilà ce qu'il a dit. Ouais. Donc, les gens sont en train de travailler. On nous dit qu'il s'est engagé à en appliquer les conclusions. Mais il nous l'avait dit. Il ne l'a pas fait. Il nous avait dit qu'il réduirait son mandat de 7 à 5 ans. Il ne l'a pas fait. Il nous avait dit qu'il formerait un gouvernement de 25 membres. Il en est à 39. S'il nous dit aujourd'hui, il va appliquer les conclusions. Moi, je dis jusqu'à preuve du contraire, je suis réservé. Mais cette fois-ci, il y a eu un décret signé pour désigner la personne qui va piloter ce dialogue. Au moins, c'est formel. Amadou Mahtar Mbow, sur quelle base il avait désigné? Dans les mêmes conditions. Du pareil au même. Dans le landerneau politique, c'est apparemment la gueule de bois depuis la réélection de Macky Sall. Quelle lecture faites-vous de l'attentisme noté chez les libéraux, les réumistes et autres candidats malheureux? Là, je n'ai pas le sentiment quand même qu'ils soient attentistes. Hein. Ils sont en train de bouger. Ils sont moins actifs. Ah non, c'est-à-dire que il a été élu. Bon, dans les conditions que l'on sait. Il a été bien élu, mal élu. En tout cas, il a été élu à 58%. Mais les gens, voilà, en amont de l'élection, quand même, il y a eu énormément de problèmes. Je n'insiste pas sur ça. Mais enfin, il a été élu. Il est président de la République. Mais les gens, ils sont en train de travailler. Aussi bien les Alassane Sall, les Sonko, oui. Voilà. Ils sont en train de travailler. Vous parlez des membres du Congrès démocratique, Alassane Sall, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo. Et les autres. Oui, mais en face, il y a le PDS et le Réumi qui sont quasi absents. Ah, le PDS n'est pas absent. Hein. Le vieux est là, en train de dicter sa volonté quelquefois aux gens. Et ça c'est extraordinaire au Sénégal. 7 ans après avoir quitté le pouvoir, ce vieillard-là revient, il draine des foules,
il impose pratiquement sa volonté. Le Sénégal est vraiment le Sénégal. Pourtant, c'est le pays de tous les possibles. Les gens ne l'ont pas suivi dans le boycott qu'il avait prôné. Oui, on ne pouvait pas le suivre dans le boycott, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas le suivre dans le boycott. Mais en réalité, il ne devrait même pas avoir le courage de revenir. Pourquoi? Avec tout ce qu'il nous a fait pendant 12 ans. Oui, mais il est parti. Il est Quand parti. on l'a battu aux élections. Oui, il est parti. Sans condition. Mais il est revenu. Il est revenu avec ses exigences. Voilà. Et traînant encore du monde, les gens vous disent le Sénégalais, et il disait d'ailleurs lui-même, à l'occasion d'un comité directeur, il allait prendre une mesure, je ne me souviens plus de laquelle. Alors un des membres lui dit, ah président, loolu boo ko defee Sénégal dinañ ko nangu. Il lui dit, yéen daal xamu leen Sénégalais, vous êtes Sénégalais mais vous ne connaissez pas les Sénégalais. Le Sénégalais est incapable de vous dire, si vous lui demandez de vous dire quel est son repas de la veille, il ne vous le dira pas. Donc il est et amnésique. il ne croit qu'à l'argent et aux honneurs. Le Sénégalais est amnésique. Voilà. Et il n'a pas tort. Hein. Ah oui. J'ai le sentiment qu'il n'a pas tort. Après tout ce qu'il a fait, Abdoulaye Wade au Sénégal, les gens ne s'attardent que sur la corniche, etc. Voilà, les gens ne s'attardent que sur ça. Mais je vous assure qu'Abdoulaye Wade, ce qu'il a fait, si nous étions dans une grande démocratie, dans un autre pays que le Sénégal, avec une justice indépendante, même relativement, avec des citoyens conscients de leurs responsabilités, et je vous assure qu'il irait en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il détourné les deniers publics? Il a détourné plusieurs fois. Abdoulaye Wade. Les 15 millions de dollars de Taïwan qui étaient destinés à la réalisation de projets sociaux, il les a détournés avec son sulfureux conseiller technique, Pierre N. Ça, tout le monde le sait. Il a détourné ça. Le fameux montage financier de la Renaissance africaine. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Ouais. Même sa gestion foncière devrait la mener en prison. L'alimentation de ces fonds politiques. Vous savez, les fonds politiques, c'est annuel. On les vote annuellement un budget. Ouais. Mais lui, il avait plusieurs comptes. Et les comptes étaient alimentés en dehors de la loi de finances. Et on a entendu devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice, son ancien Premier ministre dire que dans ce cadre, j'ai géré plusieurs milliards de francs. Et à la commission de lui dire, mais d'où provient ce il dit, quand il revenait de voyage parfois, avec des chèques d'aide budgétaire, etc., bon, il est... C'est lequel parmi ces anciens premiers ministres? Oh, c'est pas la peine. Voilà. Donc, ça, c'est un aveu de taille quand même. Je vous assure que... Oh là là, et puis c'est pas seulement ça. Il a... rien que la rénovation de l'avion de commandement. Mais c'est extraordinaire. Mais les Sénégalais, ils oublient tout. Oui, il a raison. Nous avons la mémoire très courte. Dans l'affaire Petro-Tim, Aliou Sall a finalement joué sa partition devant les enquêteurs. Vous l'avez vu à sa sortie, entendu. Alors, quelle perception avez-vous de son assurance affichée? Mais son affichage affiché, oui. Il a vécu ça. Il sait. En réalité, d'ailleurs, avant même de parler de l'autre, il faut parler de l'affaire en général. Tout le bruit qu'on est en train de faire là, mais ça n'en vaut pas la peine. Ah oui? Non, il suffisait simplement du rapport de l'inspection générale d'État, des contrats, et puis d'entendre toutes les personnes qui sont impliquées. Un rapport perdu selon El Hadj Amidou Kassé. Perdu, mais un rapport ne peut pas être perdu. C'est pourquoi je vous dis, si on sait tant soit peu comment fonctionne la présidence de la République, comment vous pouvez comprendre que le président de la République, eh bien, demande à un certain nombre d'inspecteurs généraux de faire une enquête sur une affaire bien déterminée et qu'il attende 7 mois pour dire, bon, 7 ans pour dire je n'ai pas reçu ça. C'est pas comme ça. D'ailleurs, au fur et à mesure que les enquêtes se font, il est informé. Au fur et à mesure du déroulement de l'enquête, il sait très bien. Et même ceux qui le disent savent très bien qu'il ne peut pas ne pas recevoir le rapport, ce n'est pas possible. Comment il commandite un rapport sur une question aussi importante? Il attend 7 ans après pour dire je n'ai pas reçu. Pourquoi il avait commandité le rapport? Parce que
il y a une entreprise là qui était en discussion avancée avec l'État, Tullow Oil, oui, etc. Et qui a fait même venir les grands patrons de l'entreprise au Sénégal, etc. Qui a même donné 3 millions déjà sur le gaz. Et il entend comme ça que, voilà, les deux blocs ont été donnés à Franck Timis. Alors, la dame qui représente l'entreprise a adressé une lettre au ministre de l'énergie, des mines, qui réplique au président. C'est sur la base de ça que le président a commandité une enquête. En ce moment-là, les contrats étaient là, non validés encore parce que le président Wade n'a pas eu le temps de les valider. Il a signé, son ministre a premier ministre a contresigné, mais il n'y avait pas de... ça n'a pas été enregistré, ça n'a pas eu de numéro. Par conséquent, ce n'était pas valide. Oui. Alors, en attendant d'en avoir le cœur net, il commandite une enquête. Il va attendre 7 ans après pour dire je n'ai pas reçu. Il faut qu'ils nous prennent au sérieux ces gens-là. Et le monsieur d'Aliou Sall qui sort avec des assurances. Aliou Sall. D'ailleurs, il promet d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. C'est-à-dire Aliou Sall. Oui, il est allé jusqu'au bout. Il ne va pas lâcher prise. Lui, il n'a pas à lâcher prise. C'est lui qui est en prise plutôt. C'est lui qui est pris. Il n'a pas à lâcher prise. Lâcher prise quoi? Au contraire. Et puis ça, c'est une affaire technique. Cette affaire-là, elle est claire comme l'eau de roche. Quelqu'un qui a lu le rapport de l'inspection générale d'État, il en sait suffisamment assez sur la question. Oui. La convention signée par Karim Wade et signée par les gens de Petro-Tim là. Vous imaginez, le 17 juin 2012, alors que l'entreprise n'existait pas encore. La société a été créée 2 jours après. Le 19. Le 19. Alors, ensuite, mais c'est clair comme l'eau de roche. Il y a un certain nombre de conditions. Quand quelqu'un est demandeur d'un bloc, par exemple, il signe une convention, lui, le demandeur, avec l'État, en l'occurrence le ministre de l'Énergie. Mais la convention suit un certain nombre d'étapes et est envoyée chez Petrosen, où il y a une commission d'évaluation. D'abord, la convention est enregistrée sur un registre spécial, où l'on enregistre toutes les demandes. Alors, on enregistre, ensuite, on indique les capacités techniques et financières du demandeur, on indique quels sont les membres fondateurs, etc., etc. Et quand c'est fini, quand tout cela c'est satisfaisant, on demande au ministre de l'économie et des finances de donner un avis motivé, ce qui n'a jamais été fait. Et ensuite, ce Petro-Tim qui se déclare, parce qu'il faut un certain nombre de conditions de technique, etc. Il peut, né en 2000, il ne peut pas, mais il se déclare filiale d'une entreprise qui se trouve à Hong Kong. On a été enquêté. L'entreprise dit je ne connais pas Petro-Tim. Wow. Et l'inspection générale dit, compte tenu de tout ça, ces contrats doivent lui être enlevés. C'est très clair. Il fallait casser ces contrats. Ah oui, absolument. Mais... Et malgré tout, le président ferme les yeux ici. Oui. Parce que les gens disent parce que son frère est là. Je ne sais pas, mais ce que les gens disent. Des contrats même confirmés en 2013 par le chef de l'État, après le rapport de... Confirmé. Il y a des gens qui disent Abdoulaye Wade a validé. Aussi les Sénégalais racontent ça. Abdoulaye Wade n'a pas validé. Ouais, non. C'est le décret qui valide. Pour valider, le décret est enregistré et promulgué avec la convention au journal officiel. Oui. Ça n'a pas été fait. Macky Sall a trouvé ce dossier-là et il avait dit, il se murmure des choses, des contrats douteux. Si je suis élu, je casse tout. C'est lui qui l'a dit. Il arrive, voilà. Il signe le décret d'approbation. Voilà. Oui. Alors tout en sachant que ce contrat-là, c'est un contrat qui viole de bout en bout le code pétrolier. Ça, c'est connu. Ça, au moins tout le monde est d'accord. Ce contrat viole le code pénal de bout en bout. Oui. Pensez-vous qu'Aliou Sall sortira nickel après cette enquête? Ou bien cette information judiciaire? Bon, moi, ce que je peux vous dire, je ne peux pas dire qu'il sortira nickel ou pas. Mais je n'attends rien de ça. Ah oui? Pourquoi?
Le procureur de la République, il reçoit ses instructions de qui? Du ministre. Du ministre du garde des Sceaux. Oui. Mais ce garde des Sceaux, il a déjà blanchi à l'UNSAL. En quoi faisant? En quoi faisant? Dès que l'affaire le reportage de la BBC là a éclaté, on lui a posé là, il a dit c'est une affaire privée. C'est-à-dire une affaire qui met en jeu le président, le ministre de Petrosen, il dit c'est une affaire privée. C'est pas grave d'ailleurs ça. Et puis il dit, dans tous les cas, j'ai vu à l'UNSAL il y a quelques jours, il revenait de la Mecque où il avait fait son Umrah. On ne revient pas de la Mecque pour s'impliquer dans des histoires comme ça. Voilà. Donc Alioune Fall, pour lui, n'a rien fait parce qu'il a été à la Mecque. De retour de la Mecque, il ne peut pas... Voilà. Donc lui, il a déjà... Vous comprenez? Ouais. Donc je ne retends rien de ça. Alors parlons du rapport de l'OFNAC. Peut-il servir d'élément clé dans cette enquête? Vous avez eu à enquêter dans cette affaire. Lequel rapport de l'OFNAC? Il y en a beaucoup. Oui, il y a eu un rapport de l'OFNAC sur l'affaire Petro-Tim. Oui, mais il est là-bas en même temps que d'autres, de nombreux autres. Le rapport sur le coude, le rapport sur la poste, le rapport sur... etc., sur les centres des trésors, etc. C'est très grave. Mais concernant ce rapport spécial sur l'affaire Petro-Tim, est-ce que votre travail en tant que membre de l'OFNAC peut servir d'élément? Quand il était finalisé, je n'étais plus à l'OFNAC, j'avais déjà démissionné. Ah, oui. C'est pourquoi je ne peux pas en parler. D'accord. J'étais déjà parti. Et que répondez-vous au procureur Serigne Bassirou Gueye qui vous a rendu votre copie dans le dossier du coude? Mais heureusement, la présidente a répondu. Il n'a pas tout dit, mais on lui a retourné le dossier. Ça, il ne l'a pas dit. Ah oui? Ah oui, oui. Entre-temps, ah oui, on lui a retourné le absolument. Dossier avec des correctifs ou mais bien? Il n'y a pas de coup de bail. Écoutez, c'est terrible quoi. Je vous assure... il vous a accusé publiquement. Il a accusé qui? Les enquêteurs de l'OFNAC qui ont produit ce rapport en soulignant des contresens. En réalité, oui. Moi, je ne peux pas répondre à la place de l'OFNAC parce que je n'y suis plus. Ce que je sais, même si ce rapport-là a des dysfonctionnements, comme il dit, encore j'en doute, parce que les gens qui font le rapport à l'OFNAC, ce ne sont pas des n'importe qui, ça il le sait. Mais il y a au moins 17 autres rapports. Le rapport, par exemple, qui épingle des gens des trésors. Quand vous venez, c'est très grave. Ah oui, il y a des gens des trésors. Voilà, des trucs. Vous venez, vous payez, Ndeifatou, par exemple, vous avez dans un centre, machin, vous payez un impôt de 500 000, vous donnez 500 000, on vous donne un quitus, un faux quitus. Ah oui. Et on empoche l'argent. Ça se passe. Des gens ont été épinglés, très nombreux. Et un dossier a été déposé entre les mains du procureur. C'est ça, je le dis, en toute connaissance de cause. Je vous assure. Et avec des noms cités? Oui, avec des noms cités. C'est après une enquête très sérieuse et très serrée. Hein? Voilà. Donc le rapport là est en train de dormir là-bas. Et c'est extrêmement grave. Dans les tiroirs du procureur? Oui, bien sûr. Et d'autres d'ailleurs. Mais je te dis, ça fait 17 ou 18 rapports. Voilà. Non, c'est des histoires ça. Ah oui? Ah oui, oui. Et Madame Nafingom, qui s'y connaît, devrait-elle s'emmurer dans un silence? Surtout après la sortie du procureur? Elle n'est plus là-bas. Je ne parle pas de celle-là. Elle a quitté depuis... Mais c'est son rapport qui a été discrédité par le procureur? Non, le procureur n'a rien discrédité. Si. Non, pas du tout. Les gens... souligné des erreurs. Mais, oui, les Sénégalais. Mais vous avez entendu la présidente quand même? Elle a répondu. Elle lui a juste orienté une voie, c'est-à-dire il n'a discrédité personne. Personne. Il n'a discrédité personne. Il sait très bien que ce rapport-là est fait dans des conditions, dans les meilleures... Il le sait. Il le sait, mais il ne peut pas l'exploiter. Comment? Il ne peut pas. Le présumé, il est surprotégé, ça il faut le dire. Parce que... Mais c'est extraordinaire dans ce pays-là. Vous imaginez, on dresse un dossier contre quelqu'un, même s'il y a des dysfonctionnements, mais on ne le bombarde pas, ministre, avant que le dossier ne soit pas traité. Et puis, vous savez comment travaille l'OFNAC? L'OFNAC travaille sur base de plainte, par exemple. On envoie plainte pour dire, dans tel service, il se passe des choses peu catholiques, etc. La présidente prend un ordre de mission, donne à des missionnaires, des enquêteurs qui vont enquêter.
sur procès verbal. C'est sur procès verbal. Et dans le procès verbal déjà, il y a les questions écrites. Avez-vous, etc. Point. On laisse un espace. Avez-vous, on laisse un espace. C'est l'intéressé même qui répond. Quand on a fini de poser les questions, on lui relit ce qu'il a écrit. Il est d'accord, il signe. Et les documents, etc., justificatifs sont joints à ce dossier-là. C'est ça qu'on donne au procureur de la République. Alors, quand on a fini, quand la mission a terminé, la mission s'est rendue compte qu'il y a des choses beaucoup plus graves que les choses qui ont été dénoncées. La présidente a dit non, terminez votre travail, après on va faire un second ordre de mission a été fait, je vous assure. Alors quand là-bas on a compris que les carottes allaient être cuites, oui. Finalement il a même refusé parfois de déférer devant la commission, parfois même la commission a été obligée de s'attacher les séries d'un huissier, ça les gens ne le savent pas. Ah oui? Ah oui, oui. Donc il a fait preuve de mauvaise foi? Mauvaise foi, je ne le dis pas, mais parfois il disait même à ses agents de ne pas déférer à la convocation, etc. Alors à ce moment-là que les carottes commençaient à être cuites, que voilà, entre-temps le décret du président est tombé pour mettre fin à... Voilà. Et celui-là, on le bombarde, le ministre de Nangam Nangam, etc. Le procureur n'a discrédité personne. Je ne dirais pas que lui-même s'est discrédité parce que c'est le procureur, mais en tout cas, il n'a discrédité personne et il le sait. Vous ne vous sentez pas visé dans ces propos? Non, moi je n'étais pas là-bas. Oui. J'étais parti. Quelques mois après sa réélection, jusqu'à présent, le président n'a pas encore fait sa déclaration de patrimoine. J'ai écouté d'ailleurs une de ses déclarations hier, oui. Où il disait que maintenant les gens font leur déclaration de patrimoine, etc. Parce qu'on ne peut pas rentrer avec 500 francs et sortir avec 5000, etc., etc. Voilà. Les gens vont faire leur déclaration de patrimoine. Vous vous rappelez, en 2014 d'ailleurs, il avait menacé tous les gens qui sont soumis à la déclaration etc. Lui, il a terminé son mandat. Il devait d'abord faire sa déclaration, qu'on doit faire le point. En entrant, il avait 1 milliard. En sortant, combien il a? Ah, il y a quoi de donc, voilà. Jusqu'à présent que... Non, il ne fera rien. Il ne peut pas faire sa déclaration de patrimoine. Oui. Jusqu'à preuve du contraire de Kodef. On est en juillet. Oui. Ça fait 6-7 mois. Peut-être voilà. D'ici la fin de l'année. Ah, pourquoi attendre la fin de l'année? On dit le président réélu présente sa déclaration de patrimoine. Il doit le faire. Les gens ont le droit de savoir. Oui. Mais on ne saura jamais. Alors, on est dimanche, dans peut-être 1 heure ou bien dans quelques minutes, le Sénégal affrontera la Tunisie pour les demi-finales de la CAN 2019. Pensez-vous que cette fois-ci, ce sera la bonne pour nos Lions? Ça peut être la bonne, mais à condition qu'on y mette le prix. C'est-à-dire? Il faut que les gens s'engagent. Il faut qu'ils se battent. Parce que ce ne sera pas évident, hein. Les Tunisiens, là, voilà. Et puis si on considère le passé, ils nous ont battus, voilà, souvent ils nous ont battus les Tunisiens. Ils nous ont battus souvent? Souvent, ils nous ont, en tout cas, nous enregistrons plus de défaites que de victoires. Devant la Tunisie, donc on ne parle pas favori? Non, enfin, c'est là que les problèmes de favori là, moi je pense que le favori c'est sur le terrain qu'il se désigne. C'est sur le terrain. Nous avons des éléments qui sont très bons. Nous avons une bonne équipe. Oui. Mais il faut qu'ils se donnent corps et âme à ça. Il faut vraiment qu'ils se battent. En tout cas, on va croiser les doigts pour nos Lions et puis bonne chance. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Moi, je leur souhaite vraiment bonne chance, qu'au moins pour cette fois-ci, ils nous rapportent là. Mais auparavant, il faut qu'ils battent d'abord la Tunisie. Parce que on est en demi-finale. Oui. Alors il faut d'abord ça. C'est une première étape. Il faut franchir ce cap avant d'aller en finale. Avant d'aller en finale. En tout cas, on en a les moyens. L'équipe peut remporter la Coupe d'Afrique, mais à condition que tous les membres vraiment s'engagent et y mettent tous les moyens qu'il faut.
Monsieur Mody Niang, professeur, on vous remercie. Je rappelle que l'on s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Merci. Je vous remercie également de m'avoir invité et de m'avoir permis de m'exprimer sur un certain nombre de points. Ce fut un plaisir pour nous, Merci. en tout cas, de vous recevoir. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation. Serigne Aliou Keita.